Bonjour à tous. Qu'est-ce que la forêt mosaïque? C'est l'objet de cette conférence que nous allons développer ce soir avec vous. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette question vous intéresse, puisque vous êtes 900 inscrits des 4 coins de la France. Merci d'avoir été aussi nombreux. Et pour développer du coup ce thème qui vous passionne, 2 intervenants que je vais vous présenter. Donc Albert Maillet, directeur forêt et risques naturels à l'ONF, et Dominique de Villebonne, son adjointe à la direction forêt, risques et naturels également. D'un point de vue pratique, comment ça va se passer? Nos 2 orateurs déroulent leur présentation, pour laquelle il va falloir compter une grosse demi-heure, disons. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil d'actualité. Il est masqué pour ne pas perturber les orateurs, mais nous les récupérons et ça sera l'objet de la 2e séquence, de traiter les questions. Elles seront sûrement nombreuses, donc peut-être qu'on se permettra de les grouper pour faire des réponses pour essayer de satisfaire le plus de personnes possible. Sachez également que cette séquence va être enregistrée du début à la fin, que la présentation sera disponible également sur onf.fr. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et on se retrouve après la présentation d'Albert Maillet et de Dominique de Villebonne pour la séquence questions-réponses. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc, avec ma collègue Dominique de Villebonne, vous présenter au cours de ce webinaire le concept de forêt mosaïque qui s'inscrit dans une problématique plus vaste, qui est celle de l'évolution vers des écosystèmes plus résilients face au changement climatique. Alors, cette présentation se fera en 4 séquences. Je vais démarrer par un rappel du contexte forestier dans lequel on se trouve aujourd'hui. Ensuite, ma collègue Dominique de Villebonne prendra le relais pour vous expliquer quels sont les éléments récents d'évolution qui nécessitent de repenser notre action par rapport à ce contexte forestier actuel. Je reprendrai à mon tour la parole pour expliciter ce que signifie ce concept forêt mosaïque et Dominique terminera la présentation en précisant la manière dont nous souhaitons partager ce nouveau concept avec l'ensemble des acteurs concernés. Donc, première étape, un rappel du contexte dans lequel nous sommes. Donc, contexte de la forêt française en général, d'abord, qui est une forêt importante en surface au niveau de l'Union européenne, c'est la 4e forêt. Elle couvre une part importante du territoire et 31%, une part qui s'est accrue de manière très forte dans les 2 derniers siècles, puisqu'elle a été multipliée par 2 en surface. Elle représente, cette forêt, 25 millions d'hectares, dont 8 millions d'hectares en Outre-mer, principalement situés dans le massif guyanais, qui est le seul massif européen dépendant de l'Union européenne qui est en zone tropicale. Elle est constituée, cette forêt, à 72% de feuillus, 28% de résineux, et elle est constituée d'un grand nombre d'essences, grand nombre d'espèces, mais dont 7 d'entre elles ont un poids particulier. Trois essences feuillues dominantes, le chêne, le hêtre et le châtaignier, et 3 essences résineuses très présentes également, le pin maritime, le pin sylvestre et l'ensemble, on les met souvent ensemble, épicéa sapin. Dernier point à avoir en tête sur cette forêt, c'est qu'avec les océans, la forêt est un des grands puits de carbone de la planète Terre, puisque 20% des émissions annuelles de gaz à effet de serre de la France sont absorbées grâce à ce puits. Alors si on fait maintenant un zoom un peu plus particulier sur les forêts gérées par l'ONF, les forêts publiques gérées par l'ONF, donc l'Office national des forêts, c'est un acteur central de la gestion de ces forêts, un établissement qui comporte plus de 9000 collaborateurs, qui gère un quart de la surface forestière française dont je viens de parler.
et dans lequel on mène à la fois des opérations de régénération naturelle sur l'essentiel des surfaces, 75% des surfaces, et en complément des opérations de reboisement et de plantation qui utilisent en moyenne chaque année 7 millions de plants. Je vous ai donné tout à l'heure les surfaces de la forêt française en général. La surface de la forêt publique, c'est 11 millions d'hectares, dont 4,6 en métropole et 6,4 outre-mer. Et dans les 4,6 millions en métropole, on a une fraction qui est constituée des forêts domaniales, 1,7 million d'hectares, le solde étant constitué de forêts de collectivités essentiellement communales, 2,9 millions d'hectares. Le rôle de l'ONF dans ces forêts, il se décline autour de 4 verbes d'action: valoriser les ressources du patrimoine, en premier lieu du bois, écomatériaux à développer, protéger bien entendu l'environnement, la biodiversité, les milieux, accueillir le public. Les forêts publiques sont ouvertes au public, ce sont des espaces de détente et d'accueil, et puis prévenir et gérer tous les risques potentiels qui peuvent toucher cette forêt. Par rapport à la gestion de cette forêt, un concept important, celui de multifonctionnalité. Concrètement, ça signifie quoi la multifonctionnalité? Ça signifie que les 4 verbes d'action que je vous ai cités précédemment, valoriser, protéger, prévenir les risques, etc., accueillir le public, que ces 4 fonctions, dans la gestion forestière des forêts publiques françaises, on essaye de les mener de concert, évidemment dans un cocktail dont l'équilibre entre les quatre ingrédients peut varier et doit varier d'une forêt à l'autre, puisque les forêts ne se ressemblent pas, mais on essaye toujours de mener de concert ces 4 fonctions. C'est un modèle qui est différent du modèle forestier adopté dans d'autres pays, puisque dans d'autres pays, on a au contraire une partition de l'espace avec des espaces forestiers qui sont spécifiquement dédiés à chaque fonction. Donc ce schéma que vous a décrit Albert, qui fonctionne très bien, ou du moins qui fonctionnait très bien, eh bien on va regarder en quoi il a besoin d'évoluer, pour quelles raisons justement il a besoin d'évoluer, et d'évoluer dans une recherche, je dirais, un peu consensuelle vis-à-vis de la société. Premier effet que nous avons à prendre en compte, c'est que les changements climatiques que l'on imaginait il y a quelques années venir perturber, je dirais, nos orientations de gestion à une échéance un peu éloignée sont désormais à l'œuvre dans nos forêts. On a ici, sur cette représentation à gauche, une image qui illustre, à travers des scénarios établis par des climatologues, comment la température moyenne évoluerait selon 4 scénarios en fonction de la quantité de gaz à effet de serre que l'on a dans l'écosystème, comment ces températures évolueraient d'un scénario très optimiste où elles augmentent à peine d'1 degré, on va dire, jusqu'à des scénarios très pessimistes, cette fois-ci, où on est à plus de 5 degrés d'écart par rapport à la température actuelle sur une échéance d'à peine 80 ans, puisque c'est échéance de 2100. Donc vous le voyez, 2 choses. D'une part, à partir de 2050, déjà, ces scénarios se distinguent clairement. Leur amplitude est variable et la variation autour de cette amplitude peut être très forte pour un scénario. Donc ces scénarios sont marqués par de nombreuses incertitudes, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont impacter fortement l'ensemble de la vie terrestre, les écosystèmes forestiers, bien entendu, mais tous les écosystèmes également. Ils vont les impacter dans des proportions qui sont à l'heure actuelle très difficiles à évaluer, que justement les modèles nous aident à approcher. Et donc dans ce contexte actuel, ce que nous en retenons, c'est que justement cette évolution climatique forte va également être très rapide, c'est-à-dire que nos espèces forestières, nos essences et l'ensemble des composants des écosystèmes n'auront pas la possibilité de s'adapter aussi vite que le phénomène va se produire. L'ampleur de ce phénomène, on va en trouver une illustration sur la diapositive suivante, de la même manière reste assez difficile à cerner. Pour l'illustrer, nous avons ici représenté sur 2 cartes la façon dont l'aire de répartition
du hêtre, qui est une essence majeure de la forêt française, pourrait évoluer. Vous le voyez dans un modèle plutôt optimiste, à horizon donc de 2100. Sur cette carte de gauche, nous avons la répartition actuelle du hêtre, qui est plutôt potentiellement présent quasiment sur tout ce qui est représenté en vert. Et sur la carte de droite, nous avons l'espace potentiel qui resterait possible pour le hêtre. Vous le voyez sur quelques franges restent en vert, tout le reste du territoire national devenant absolument inadapté à la présence du hêtre. Donc une très forte évolution possible en l'espace d'à peine 80 ans en termes de présence et donc pour les forêts existantes, évidemment en termes de survie des essences qui sont présentes. Alors ces effets du climat dont on entend beaucoup parler se conjuguent également avec des attentes sociétales qui s'expriment de plus en plus et qui sont particulièrement fortes vis-à-vis de la forêt. C'est peut-être une découverte, en tout cas c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué ces derniers mois. La sortie de la période de confinement et la période de pandémie a vraiment incité les Français à se tourner vers la nature et à rechercher beaucoup plus de naturalité, beaucoup plus de proximité avec ces espaces naturels que ça n'était le cas. Ces changements ont été vraiment très fortement ressentis sur le terrain, mais au-delà de cet aspect fréquentation, je dirais présence ou possibilité d'accéder à des espaces particulièrement agréables, on perçoit à travers les attentes de la société vraiment non seulement des attentes vis-à-vis de la nature, de l'écologie, le sentiment très fort que la forêt a un pouvoir protecteur vis-à-vis de la vie terrestre, mais vis-à-vis de la personne humaine également, et puis un effet très important de proximité avec des citoyens qui sont particulièrement attentifs aux paysages dans lesquels ils vivent, et ces paysages, évidemment, sont susceptibles d'évoluer en fonction des actes de gestion qui sont posés par le gestionnaire forestier. Vous imaginez bien que, à la fois la conjonction des effets du climat, on parlait de survie tout à l'heure, et puis les interventions éventuelles des forestiers dans ces cadres-là vont nécessiter ou vont faire émerger des attentes très fortes pour comprendre, donner son avis et peut-être même participer à des actions, des interventions, des réflexions autour de la forêt. En parallèle de ces attentes très fortes vis-à-vis de la forêt et de la gestion, la société française plébiscite très largement le bois dans son quotidien. Alors, je vous fais apparaître progressivement les différentes volets de cette diapositive. Le bois et la forêt participent, entre autres, au stockage du carbone. C'est donc un élément majeur de notre transition écologique, mais également dans une société justement qui de plus en plus s'intéresse aux aspects de développement durable. C'est un matériau qui est recyclable, c'est un matériau qui provient de dispositifs gérés durablement, de forêts gérées durablement, relevant de dispositifs de certification comme PEFC ou FSC. C'est également un matériau renouvelable et produit sans aucun produit phytosanitaire en forêt publique, donc on peut le dire 100% bio. C'est également un produit de proximité que l'on peut utiliser en circuit court et qui participe très fortement à la dynamique des territoires et à la possibilité d'avoir des emplois de proximité et des emplois entre autres qui ont du sens. Alors, Bien, donc Dominique vient de vous rappeler très succinctement quels sont les deux grands motifs qui font qu'on est amené à regarder comment faire évoluer notre gestion et surtout comment inventer finalement un nouveau mode de gestion qu'on va ranger sous ce terme
un petit peu résumé de forêt mosaïque. Donc je rappelle ces deux grands facteurs qui sont à la fois récents, massifs et rapides. Le premier grand facteur, c'est le changement climatique, dont on voit les effets depuis maintenant plusieurs années et qui va en s'accélérant. Et le deuxième grand facteur qui existait depuis plus longtemps, mais qui prend une acuité, une importance beaucoup plus forte aujourd'hui, de manière récente, c'est la volonté de la société, je dirais, d'intervenir, de faire connaître ses attentes et de participer à la gestion forestière. Donc face à ces évolutions, ces deux évolutions rapides et majeures, il ne suffisait plus de faire évoluer lentement et d'améliorer progressivement notre gestion. C'était un système d'amélioration qui devenait un peu trop lent. Donc, on va passer dans un système d'évolution, et c'est ça qui va fonder le concept de forêt mosaïque, à la fois plus rapide, mais également faisant appel, au-delà des évolutions, à des choix un peu en rupture avec certaines approches passées. Pour résumer les choses, on pourrait dire que jusqu'à présent, comme on était face à un environnement, notamment climatique, un environnement très stable, le raisonnement consistait à rechercher, tant en matière de productivité, quand on s'intéressait plutôt aux fonctions de production, qu'en matière de conservation, quand on s'intéressait plutôt aux enjeux de protection, on recherchait un espèce d'optimum par rapport à cet environnement stable. Demain, ce qu'on va rechercher, ce sont des choses un petit peu différentes, qui sont la capacité de résilience et la capacité d'adaptation par rapport à un environnement qui, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, devient beaucoup plus instable. Donc, les bases techniques d'analyse sont les mêmes, mais la clé du raisonnement qui les utilise ne va pas reposer exactement sur les mêmes critères. Et c'est en faisant évoluer ce mode de raisonnement que, d'une part, on va chercher à faire évoluer nos pratiques plus rapidement que précédemment, c'est ce que je viens de dire précédemment, mais aussi de renforcer les démarches d'expérimentation et d'anticipation par rapport à des situations futures qui peuvent être en fort décalage avec les situations qu'on connaît aujourd'hui. Donc, de passer d'une étape de diagnostic à l'émergence d'une solution qui sera avant tout la plus robuste dans le temps par rapport aux incertitudes futures dont on ne connaît pas forcément aujourd'hui tous les tenants et aboutissants. Et cette façon de raisonner en contexte des incertitudes va bien entendu être appliquée à l'écosystème forestier, mais elle vaut aussi pour tous les écosystèmes naturels, hein, et notamment, par exemple, quand on s'intéresse aux espèces et aux habitats, dans le cadre d'une directive comme les directives Natura 2000, eh bien, ces milieux naturels non forestiers, pas forcément forestiers, seront soumis exactement au même type d'incertitude. Cette incertitude et cette nécessité de pouvoir raisonner en termes de robustesse du modèle par rapport à un futur moins connu, il va falloir aussi l'intégrer dans le raisonnement économique de filière, puisque on a dit tout à l'heure que le bois avait un rôle important dans l'économie, mais justement, comme ce bois produit par ces forêts va être géré, va être produit dans le cadre d'une gestion en contexte incertain, son utilisation par la filière aval va devoir, elle aussi, intégrer cette incertitude. Donc voilà un peu le principe, c'est qu'on passe d'un raisonnement très cartésien, finalement, à un raisonnement qui l'est tout autant, mais qui est basé sur le fait qu'on intègre dans ce raisonnement la prise en compte du risque, la prise en compte de l'incertitude, et surtout qu'on recherche la robustesse des solutions qu'on préconise face à des hypothèses futures dont on n'est pas complètement certain aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est important d'intégrer cette robustesse face à des contextes futurs incertains? C'est parce que si on n'a pas un système de gestion qui est très robuste, le système forestier va s'adapter, mais il va s'adapter par une succession de crises
comme on a commencé à en connaître aujourd'hui, avec les dépérissements, avec les crises coliques. Et c'est justement cette adaptation spontanée par crise brutale et successive qu'on cherche à éviter à travers ce modèle d'anticipation et de recherche de résilience, parce qu'on sait que si le système évolue par succession de crises brutales, ça va avoir non seulement sur l'état de santé de l'écosystème, mais surtout sur son rôle de puits de carbone, si on parle de forêt, ça va avoir un rôle très néfaste, puisqu'on va avoir des surfaces et des quantités de bois détruites très importantes. Donc l'objectif, c'est effectivement d'augmenter la résistance, la robustesse, pour éviter ces cumuls et successions de crises dans le temps. Et c'est donc pour répondre un peu à ces problématiques et à ces enjeux qu'on a introduit le concept de forêt mosaïque. Alors ça veut dire quoi concrètement la forêt mosaïque? Ça veut dire que par rapport à un contexte d'incertitude, si on veut réduire les risques, si on veut augmenter la robustesse et la résilience du système, la bonne méthode, c'est de, pour employer une expression de la langue courante, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et dit en termes de gestion forestière, ça veut dire diversification tous azimuts. Diversification tous azimuts, ça veut dire qu'on diversifie les modes de traitement des forêts, on diversifie les essences et les provenances, on diversifie les types, les actions en termes de conservation. On diversifie tout ce qu'on peut diversifier, encore une fois, la recherche de la diversification maximum étant finalement le meilleur facteur de sécurité et de robustesse du système face à un futur qui, encore une fois, est incertain. Alors, ce que je dis là est vrai à une échelle donnée, mais il est vrai aussi à toutes les échelles. C'est-à-dire que cette diversité, il va falloir la faire fonctionner en plus avec une approche de diversification dans les échelles de gestion et de perception des problématiques, en partant de l'échelle infra-parcellaire, en passant par l'échelle de la forêt, en allant jusqu'à l'échelle du massif. Et c'est à ces diverses échelles qu'on va faire jouer des notions de trames, que ce soit des trames en matière environnementale ou des trames en matière sylvicole. Voilà, et c'est donc à travers cette approche de diversification dans toutes les composantes finalement de la gestion, hein, les essences, les milieux, les espèces, la génétique, les sylvicultures, les traitements sylvicoles, le fait de gérer ou de laisser en évolution naturelle, et de faire ça à différentes échelles de perception qui va permettre d'obtenir cette fameuse mosaïque, cette fameuse juxtaposition de faciès dont on fait le pari qu'ils seront résilients, résistants, robustes, parce que justement diversifiés. Et donc ça peut donner cette espèce de kaléidoscope d'images et de milieux diversifiés qui est illustré sur cette diapositive. Alors ça, c'est pour la partie adaptation, prise en compte des nouveaux critères de choix et de stratégie. Mais je l'ai dit tout à l'heure, l'autre partie du raisonnement, c'est d'essayer d'anticiper, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir demain comme problème à résoudre, et avant d'être face au problème, est-ce qu'on peut dès aujourd'hui commencer à se préparer à trouver des solutions qui pourraient nous servir si effectivement demain le problème que l'on craint venait à apparaître. Et là on rentre dans le champ de l'expérimentation, expérimentation qui ne répond pas forcément à des besoins et des exigences immédiates et actuelles, mais qui répond à ce besoin d'anticipation, à ce besoin de préparation de ce qui peut nous arriver à l'avenir. Alors ça peut se faire par différentes techniques. Cette diapositive en cite 2. La première, c'est ce qu'on appelle la migration assistée. La migration assistée, ça veut dire quoi concrètement? C'est que lorsque le climat évolue,
spontanément, les formations végétales vont évidemment s'adapter au climat et donc vont se déplacer progressivement pour se retrouver dans les climats qui leur conviennent. Ce mécanisme spontané, il existe, mais il est très lent, puisque contrairement à la faune, le végétal, il n'est pas mobile. Donc ça prend énormément de temps, ça prend plusieurs générations de cycles végétaux pour que ces phénomènes se fassent spontanément. Or, face à un climat qui est changeant de manière très rapide, la crainte qu'on peut avoir, c'est que ce mécanisme d'adaptation naturelle soit beaucoup trop lent pour répondre à l'évolution très rapide du climat. C'est pour ça que la migration assistée, c'est une solution qui consiste à dire on va imiter la nature, on va faire ce qu'elle fait, mais on va l'aider en accélérant le processus et en déplaçant volontairement des essences de la zone où elles sont actuellement vers la zone où dans le futur elles pourraient retrouver un climat analogue. Donc on copie, on imite la nature, on n'invente rien de nouveau, simplement on aide le processus à se produire beaucoup plus rapidement qu'il ne se produirait spontanément parce que l'évolution spontanée risque d'être trop lente. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est d'aller insérer dans les forêts qui aujourd'hui ne présentent pas encore forcément de problèmes par rapport à ces questions climatiques notamment, c'est d'aller insérer un réseau, une trame de ce qu'on a appelé des îlots d'avenir dans lesquels on va délibérément installer des essences un petit peu différentes de celles qui sont déjà en place, en se disant si demain le reste du peuplement qui est en place devait disparaître, eh bien on aurait en quelque sorte des points d'ancrage préexistants à partir desquels on pourrait refaire partir une nouvelle forêt, sinon le risque étant pour nous que l'écosystème s'adapte certes, mais en remplaçant un couvert forestier par un couvert qui n'est plus forestier du tout et qui passerait à des couverts arborés, arbustifs ou même herbacés, plus adaptés aux nouvelles conditions climatiques. Donc voilà les deux grandes méthodes qui sont utilisées en expérimentation, en complément des évolutions dont je parlais tout à l'heure en termes de pratique. Et c'est cet ensemble-là qui doit être mobilisé pour fonder ce fameux concept de forêt mosaïque très diversifiée, donc très résistante, très résiliente, tout terrain en quelque sorte, et apte à ne pas être mise en péril ou en défaut par l'évolution climatique future, quelle que soit cette évolution climatique future. Faire migrer des essences, introduire de nouvelles essences, faire face à des dépérissements, voir son paysage préféré dans lequel on se promène, dans lequel on se ressource, évoluer de façon brutale, se préparer à avoir une forêt qui va dans 20 ans, dans 30 ans, être peut-être totalement différente de celle que l'on connaît, de celle à laquelle on est attaché, de celle qui a existé peut-être depuis des dizaines, voire des centaines d'années. On voit bien qu'on est face à un défi forestier, bien entendu, mais on est face surtout à un défi de société. Et ce défi de société, les forestiers, bien entendu, ont à cœur de l'aborder, de le traiter avec l'ensemble des parties prenantes qui s'intéressent à ces questions. Une forêt est toujours une richesse absolue d'un territoire, et c'est bien en étudiant justement, en faisant émerger cette richesse patrimoniale, cette richesse culturelle, cette richesse forestière spécifique à ce territoire, en la travaillant avec l'ensemble de ceux qui veillent sur elle, aux côtés des forestiers, que sont les élus des territoires, que sont les ONG, les parties prenantes. C'est bien dans ce type de démarche que nous devons chercher à faire face à ce défi technique. Alors pour ce faire, l'ONF a déjà engagé des réflexions depuis plusieurs années qui, à titre un peu exploratoire, vous avez une illustration ici qui représente les forêts d'exception qui ont été labellisées sur le territoire national depuis une dizaine d'années. Ces dispositifs sont en particulier tournés vers le dialogue et la co-construction avec les acteurs du territoire, mais d'autres outils de gouvernance existent.
des comités de massif, des instances de dialogue. Il y a également une grande diversité de ce type de dispositifs dans l'ensemble du territoire national et probablement d'autres dispositifs nouveaux seront également à créer, peut-être à faire vivre, à faire émerger pour que ce défi soit pleinement partagé avec l'ensemble des acteurs de la société. Pour aborder justement ce nouveau défi, il y a une chose qui est importante, c'est d'être en mesure de partager des connaissances et des connaissances objectives, des connaissances reconnues de tous et des connaissances qui portent sur l'ensemble, je dirais, des points d'intérêt de la forêt. Nous avons la chance en France de travailler de façon extrêmement collégiale sur un certain nombre de ces sujets. C'est d'ailleurs une des forces de la foresterie française, de l'ensemble de la filière et des acteurs qui s'intéressent à la forêt, justement d'avoir cette approche concertée qui nous permet par exemple de suivre avec le département de la santé des forêts tous les aspects liés à l'apparition de problèmes phytosanitaires, de maladies, d'insectes, qu'ils soient déjà présents sur le territoire ou qu'ils soient totalement nouveaux, comme ceux qui ont causé par exemple la disparition, ou en tout cas la mort très importante du frêne, la calarose. Nous avons également un dispositif imaginé depuis plus de 30 ans qui s'appelle le dispositif Renécofor, qui permet de suivre l'évolution des écosystèmes, de voir comment les effets du climat, à l'origine les effets de la pollution pouvaient faire bouger ces écosystèmes qui reposent sur des suivis scientifiques extrêmement précis, approfondis de l'ensemble des pans de ces écosystèmes, que ce soit la flore, les éléments minéraux, l'évolution des sols. Nous avons également un dispositif, vous avez ici le RMT A-Force, qui est en fait qui a émergé, c'est un dispositif technique qui rassemble l'ensemble des acteurs scientifiques et opérationnels qui veulent justement travailler dans le domaine de l'adaptation des forêts au changement climatique et qui est partenarial et qui permet de démultiplier à la fois les dispositifs de recherche, mais également les réflexions opérationnelles pour faire évoluer la gestion. Et puis le comité scientifique de l'ONF vient également à l'appui de nos réflexions pour nous aider avec un regard neutre, scientifique bien entendu et approfondi, nous aider à orienter un certain nombre de choix. Et vous voyez que les choix auxquels les forestiers sont confrontés sont des choix qui sont assez difficiles à mener. Pour finir, la biodiversité, on l'a évoqué tout à l'heure, le fait d'amplifier la diversité de nos écosystèmes, ça va être un des facteurs vraiment majeurs pour arriver à atteindre une meilleure résilience de ces écosystèmes. Et cette biodiversité qui est vraiment la richesse la plus importante peut-être de la forêt, réservoir de biodiversité, nous la suivons, nous l'étudions à travers un réseau de spécialistes qui existe à l'ONF, de plus de 230 personnes, qui sont en mesure d'identifier l'ensemble des oiseaux, des insectes, des champignons, tous les volets de l'écosystème et qui permettent chaque année de mener des études de description, d'accumuler des données qui sont également utilisées par les scientifiques pour mieux comprendre à la fois les caractéristiques de ces écosystèmes et surtout désormais la façon dont ils vont évoluer dans le temps. L'ensemble de ces dispositifs de suivi sont vraiment des garde-fous, des garanties qui vont nous aider aussi à mieux appréhender les évolutions en cours. Face à ces défis, nous avons vraiment le sentiment qu'il est important, qu'il est essentiel de mettre en place en quelque sorte un nouveau contrat social autour de la forêt publique avec l'ensemble des acteurs, de façon à ce que face justement aux valeurs, aux spécificités des forêts de chaque territoire, eh bien, on soit en mesure de répondre avec l'ensemble des acteurs, en ayant co-construit justement les réponses à apporter et
être en mesure de répondre à ces différentes attentes, que ce soit des attentes liées à l'accueil familial, au loisir, des attentes liées également à la santé, au bien-être des personnes. La forêt est reconnue comme un espace justement qui est très propice au bien-être. Que ce soit un espace également qui permette de mieux comprendre les processus écologiques. C'est vraiment un dispositif qui permet de déployer beaucoup d'actions de pédagogie, et puis dans lequel on puisse également s'exprimer en termes artistiques. Beaucoup de descriptions de la forêt, de photos ou d'œuvres d'art trouvent leur place au sein de la forêt et répondent aussi à une attente sociétale qui a à cœur justement de faire parler cette émotion que l'on ressent quand on est en forêt. Et puis on a aussi autour de ce contrat social à cœur peut-être de chercher à impliquer les acteurs, à leur permettre de s'impliquer non seulement peut-être dans le processus décisionnel, mais peut-être aussi dans un certain nombre d'actions autour de la forêt, de chantiers, des choses donc qu'il va falloir ensemble réfléchir et construire. On a beaucoup évoqué la forêt et dans notre peut-être dans notre conception de la forêt, on pense souvent à une forêt qui se trouve plutôt en milieu rural, qui est intégrée dans un territoire plutôt à dominante justement verte. Mais il faut vraiment avoir conscience de deux choses. C'est que dans un certain nombre de cas, et peut-être de plus en plus, la forêt est vraiment en interaction, parfois comme vous le voyez ici sur cette diapo, en proximité immédiate avec un environnement urbain. Et donc cette proximité de l'environnement urbain, cette intrication parfois de l'environnement urbain, amplifie les attentes qu'il peut y avoir vis-à-vis justement de la façon dont la forêt est gérée et de la façon dont elle peut être perçue en termes à minima visuels, mais également en termes de support d'activité pour les personnes qui habitent autour. Et puis la deuxième chose, et ça a particulièrement émergé ces derniers mois, on entend parler beaucoup à travers différents types de projets comme les micro-forêts, c'est cette attente de plus en plus forte dans ces environnements urbains de faire revenir la nature au cœur de la ville, avec des vertus propices à l'atténuation des changements climatiques, avec des vertus propices également en matière de bien-être des populations. Et donc, ces différents concepts, micro-forêts, forêts intriquées avec le milieu urbain, forêts mosaïques demain dans nos espaces plus travaillés vis-à-vis de l'atténuation des changements climatiques, sont vraiment des continuums, le tout au service de nos concitoyens, de la société, et donc un défi pour nous tous à construire dans les années qui viennent. Merci de votre attention. Merci à tous les deux. Beaucoup de questions. Donc, je vais essayer de les grouper. Et je vais commencer, on a parlé de la question forêt-société et de notre volonté de mieux faire comprendre notre gestion et de faire participer les citoyens. Une question de Jacques qui fréquente assidûment la forêt de Montmorency, qui se pose la question de la maladie de l'encre, qui est une maladie qui se propage depuis quelques années en forêt de Montmorency. Et à l'origine de la maladie de l'encre, il s'interroge si le tassement du sol associé à des fuites d'engins forestiers pourrait être à l'origine de cette maladie. La maladie de l'encre, c'est une maladie qui est provoquée par un champignon microscopique qui circule en fait entre les arbres, entre les racines des arbres, dans l'eau qui se trouve présente dans le sol. C'est une maladie qui a été importée en Europe il y a plusieurs dizaines d'années, et donc qui se propage d'autant plus que justement de l'eau est présente librement dans les sols,
d'autant plus que les conditions climatiques sont favorables à ce champignon. Et je dirais, une fois que le sol est contaminé, on n'a guère de possibilité de résorber le problème en dehors de changer d'essence. Alors, les tassements de sol, évidemment, jouent un rôle défavorable quant à la santé, à la capacité des arbres à résister à ce champignon, mais ne sont pas facteurs majeurs de propagation de la maladie. Merci Dominique. Là, je vais grouper. On me pose la question sur le bois. Est-ce qu'il y a des labels bio pour le bois? Et je la relis, ça permettra d'enchaîner et d'en traiter davantage. N'est-il pas réducteur de dire que le bois participe au stockage de CO2? Ne faudrait-il pas ajouter que son utilisation permet d'éviter les émissions de CO2 qui auraient lieu si des matériaux concurrents et plus gourmands que lui en énergie étaient utilisés? Oui, alors je vais répondre à ces deux questions. La question sur la labellisation du bois, elle passe par plusieurs voies possibles. Il y a d'une part des certifications qui sont données à la gestion forestière et qui permettent à l'utilisateur de bois final d'être certain que le bois qui est dans le produit qu'il utilise est issu d'une forêt gérée durablement. Il y a deux grands systèmes de certification actuellement dans notre pays et de manière plus générale dans le monde. Il y a le système PEFC et il y a le système FSC, mais ils sont tous les deux basés sur la même logique qui est de garantir à l'utilisateur final d'un produit bois, quel que soit ce produit bois, que ce produit a été fabriqué, je dirais, à partir de forêts gérées durablement. Donc ça, c'est une chose. Après, il peut y avoir, en complément à cette démarche de certification forestière, il peut y avoir des labels plus particuliers qui sont souvent des labels, j'allais dire, d'origine géographique, hein, qui disent que le bois provient de telle ou telle région, de telle ou telle zone. Donc c'est finalement un peu la combinaison de ces deux types d'informations qui peut donner effectivement au consommateur une information assez complète, je dirais, sur l'origine du bois qui est dans le produit qu'il utilise. Oui, alors. Oui. Sur la question du CO2, deuxième partie de la question, il y a deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse que j'ai cité tout à l'heure dans ma présentation, c'est qu'effectivement, la forêt est un puits de carbone, est un stock du carbone, tout simplement parce que le mécanisme qui fait fonctionner une forêt, c'est la photosynthèse, et la photosynthèse, par construction, c'est un mécanisme qui consomme du CO2 pour produire, dans le cas d'une forêt, pour produire du bois. Donc ça, c'est la première partie du bilan positif, je dirais, d'une forêt par rapport au CO2. Le deuxième volet qui est évoqué dans la question, c'est qu'effectivement, une fois que ce bois est exploité et qu'on fait partir ce bois, par exemple, en matériaux dans la construction, le stockage du carbone dans le bois, il est prolongé au-delà de la vie de l'arbre en forêt, sur une période qui peut être très longue. Je pense par exemple, pour prendre un exemple qui est dans l'actualité récente, si vous avez des charpentes en bois comme celle de la cathédrale Notre-Dame de Paris, il est évident que le CO2 qui est stocké dans ces charpentes historiques, il est stocké sur de très très long terme. Donc vous avez une poursuite du stockage du CO2 bien au-delà de la vie de l'arbre lui-même dans ces produits bois. Et puis le troisième élément qui a été également cité dans la question, c'est l'effet de substitution, effectivement. Quand vous remplacez un matériau
tels que l'acier, le béton, par du bois. Et forcément, vous remplacez un matériau qui a une origine totalement artificielle, je dirais, par un écomatériau qui est le bois, et là aussi, le bilan est très positif. Donc le bilan carbone par rapport à la gestion forestière et au bois est très positif à 3 points de vue. La forêt puits de carbone, le bois en tant que stockage de carbone poursuivant la vie de l'arbre, et le bois en tant que matériau de substitution à des matériaux à bilan moins favorable. Beaucoup de questions. Excusez-moi. Beaucoup de questions sur les aspects visuels de la future forêt mosaïque. À quelle échéance pourra-t-on... Pas de son, Françoise. Alors... Ah, c'est OK. Les aspects visuels de la forêt mosaïque. Première question. Autre question qui est liée. Est-ce que les forêts françaises vont changer radicalement de visage? Et après, une question plus régionale, on va essayer de zoomer aussi sur des questions locales parce que, évidemment, nos participants ont aussi leurs préoccupations dans leur territoire. Avez-vous déjà une idée des essences que vous allez utiliser pour remplacer les peuplements scolités d'épicéas comme on les observe dans la forêt de Verdun? Alors, si j'ai bien entendu les 3 questions, à quelle échéance pourra-t-on visualiser la forêt mosaïque? C'est bien ça, la forêt française va-t-elle changer radicalement de visage, et que sait-on de ce que l'on va planter dans les forêts sinistrées par les scolites? Alors, à quelle échéance la forêt mosaïque? Je dirais que on a expliqué tout à l'heure les fondamentaux de ce concept. Il faut avoir conscience que nous avons déjà des prémices de forêt mosaïque qui existent à travers différentes forêts qui sont déjà gérées dans un cadre multifonctionnel et qui concilient au sein de ce massif des îlots avec des vieux bois, des parties qui sont des espaces humides, qui sont extrêmement riches sur le plan de la biodiversité, parfois des milieux ouverts, de bordure de route par exemple, qui sont très riches également en termes de biodiversité, des peuplements qui sont très jeunes, des peuplements qui sont composés de différentes essences. Donc ces esquisses de forêts mosaïques existent déjà. Et c'est au fur et à mesure que nous aborderons le renouvellement des peuplements que vont s'amplifier les actions qui ont été décrites par Albert, c'est-à-dire à la fois intégrer, faire migrer de nouvelles provenances plus méridionales d'une même espèce pour l'aider à mieux s'adapter localement à son nouvel environnement, et dans des contextes plus contraints, quand on est face à des dépérissements ou des mortalités comme on le constate dans le nord-est avec les scolites, d'intégrer, d'implanter de nouvelles essences plus méridionales, là aussi la plupart du temps, qui seront mieux adaptées au climat que l'on imagine dans 50 ou 100 ans. Donc, c'est progressivement que cette forêt mosaïque va s'installer dans nos paysages des forêts publiques au fur et à mesure que nous aurons à aborder la mise en place, justement, enfin le renouvellement d'un certain nombre de peuplements, que ce soit un renouvellement déjà prévu dans le cadre des plans de gestion ou que ce soit un renouvellement précipité par des phénomènes de dépérissement. Et puis, en parallèle de ces aspects de renouvellement, vous savez qu'un certain nombre d'espaces naturels sont placés régulièrement en protection soit dirigée pour permettre l'accompagnement justement de la préservation des écosystèmes, soit en protection forte, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'écosystèmes du coup ne sont plus du tout le support d'action du forestier, et ces actions parallèles à la fois de renouvellement et de mise en protection, vont se poursuivre à un rythme assez soutenu et vont contribuer à ces forêts mosaïques.
est-ce que la forêt française va radicalement changer? À quoi faut-il se préparer? Je prends des cas extrêmes, justement, les problématiques liées aux scolytes dans le nord-est de la France ont été évoquées. Et quand on est face à des centaines d'hectares au sein d'un même massif qui, victime des attaques mortelles d'un petit insecte que l'on n'est absolument pas en mesure de contenir, ces centaines d'hectares meurent, eh bien oui, effectivement, localement, la forêt change radicalement en très peu de temps. C'est les phénomènes de crise dont Albert a parlé tout à l'heure en se disant nous avons tout intérêt à chercher les moyens de limiter ces évolutions par crise parce qu'elles sont traumatisantes pour l'écosystème, traumatisantes pour les riverains, traumatisantes pour l'ensemble de la société, également la filière qui fait face à des défis pour à la fois récolter et valoriser ces bois. Nous espérons bien entendu que ces phénomènes de crise pourront être anticipés le mieux possible et dans ces conditions être gérés là aussi le mieux possible pour que ça prenne une ampleur, qu'on arrive à maîtriser l'ampleur. Mais la crise par définition, c'est justement un phénomène dont on a du mal à vraiment contrôler l'évolution. Donc la forêt française va évoluer et à échéance de 50 ou 100 ans, dans un certain nombre de régions et pour un certain nombre d'essences, effectivement, nous n'aurons plus, à échéance de 50-100 ans, les mêmes essences, les mêmes peuplements en place, là où nous sommes. Mais cette évolution, accompagnée justement par les aspects innovants que nous vous avons présentés, c'est cette diversification également qui nous paraît majeure, eh bien, ça devrait permettre une transition plutôt peut-être radicale dans certains secteurs, mais pas partout en France. Enfin, pour ce qui concerne l'évolution des essences dans des secteurs sinistrés, comme le Grand Est victime des attaques de scolytes sur épicéa, eh bien, ces principes de diversification sont justement pleinement à l'étude et vont être pleinement opérationnels sous forme expérimentale à travers les îlots d'avenir. Donc, on va introduire des essences comme le cèdre, comme des chênes qui viennent du sud de la France, comme d'autres espèces qui jusqu'à présent ne sont pas connues dans ces territoires, mais qui, introduites à titre expérimental, vont être suivies et implantées sur de petites surfaces pour voir comment elles évoluent. Et ensuite, la palette des essences qui reste encore pertinente dans nos territoires est encore assez large. Le chêne va tenir une grande partie de nos possibilités de reconstitution dans un certain nombre de ces secteurs. Les pins maritimes, pins sylvestres, pins laricio également seront largement utilisés. Donc on va marier à la fois des essences bien connues et des essences introduites à titre expérimental et suivies de très près pour faire évoluer ces écosystèmes sinistrés. Merci Dominique. Tu as déjà répondu à une partie des questions effectivement sur les critères de choix des nouvelles essences, mais il y a pas mal de questions qui tournent également. Ces nouvelles essences, quels impacts sur le milieu, sur la biodiversité? Ça, c'est une question qui revient assez souvent. Une autre qui est importante aussi, c'est est-ce que l'état des lieux que vous nous décrivez nous conduit avec une forêt française qui produit moins de bois, enfin des forêts publiques, puisque nous on est au moins là-dessus, qui produisent moins de bois? Oui, alors sur la première partie de la question, l'approche sur quelles essences va-t-on mettre et quels effets elles peuvent avoir,
La première partie de la réponse que Dominique a donnée avant, c'est justement, on va raisonner non pas par essence unique ou petit nombre d'essences, mais par cocktail, par palette d'essences. On parlait tout à l'heure des zones sinistrées. Dans les zones sinistrées, on est en train de lancer, au titre du plan de relance que le gouvernement a lancé sur la partie reconstitution des peuplements sinistrés, on est en train de lancer toute une série d'actions de cicatrisation, de correction, de régénération, de renouvellement des zones sinistrées. Et dans notre plan d'action par rapport à ce plan de relance, on a prévu d'utiliser une 60aine d'essences forestières. Donc, certaines, évidemment, pèsent beaucoup plus que d'autres, mais quand je dis une 60aine d'essences forestières, vous vous souvenez que tout à l'heure en introduction, je vous ai dit il y a 7 essences dominantes en France. Là, on part sur un panel de 60. Alors, les autres existent aussi en France, hein, mais elles étaient beaucoup plus anecdotiques, si je puis dire, dans le paysage. Là, on va utiliser ce panel complet d'essences, justement, pour avoir un mélange d'essences, une diversification d'essences, qui nous permettent à la fois de maximiser nos chances de résistance aux aléas futurs, mais aussi de répondre à la question qui a été posée. Quels seraient les impacts sur la biodiversité et sur l'environnement? Bien, on sait que les mélanges d'espèces, d'une manière générale, sont par construction, j'allais dire, favorables au maintien d'une biodiversité importante, à l'inverse des peuplements monospécifiques. Donc là, les deux objectifs se rejoignent. L'objectif de dire on diversifie pour réduire les risques et l'objectif de dire on diversifie pour avoir le maintien d'une biodiversité, justement, la plus forte possible. Donc voilà pour la question sur la biodiversité. L'autre... Ah, produire moins de bois, oui, voilà. Donc, sur la production de moins de bois. Donc, la production de moins de bois, j'ai dit tout à l'heure que... Enfin, deux éléments. La production de bois dépend évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, de la photosynthèse, c'est-à-dire de la manière dont la forêt fonctionne. Et cette photosynthèse, elle a deux carburants. Elle a un premier carburant qui est le CO2, et elle a un deuxième carburant qui est l'eau. Et c'est à partir de ces deux carburants qu'elle fabrique du bois. Bon. Donc, pour que ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien que les deux carburants sont très, très présents, qu'il n'y a pas de limite. Alors, sur le CO2, malheureusement, j'allais dire, on est à peu près sûr que dans un terme immédiat, il n'y aura pas de limite, puisque les concentrations de CO2, elles ont plutôt tendance à augmenter, et il y a une grande inertie dans le système. Par contre, sur l'eau, c'est là où se pose la question, effectivement, du changement climatique. Quelle sera la situation de l'eau demain? Si la situation de l'eau se dégrade peu, j'allais dire, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, ben, le système continuera à tourner de manière très, très productive. Si l'eau devient un facteur limitant beaucoup plus important, forcément, l'écosystème naturel va ralentir son fonctionnement. Et ralentir son fonctionnement, ça veut dire effectivement produire un petit peu moins de bois, voire beaucoup moins de bois. Après, ce ne sera pas une règle homogène et absolue, puisque ces évolutions climatiques, elles sont variables selon les régions, et puis parce que le sol, dont on parlait tout à l'heure, joue un rôle important de tampon dans ce phénomène de sécheresse perçu par la forêt. Donc cette question de la productivité forestière, effectivement, elle va dépendre en partie du changement climatique. Mais ce qui est très important également, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on recherche aujourd'hui beaucoup plus la résilience de la forêt, c'est qu'il y a une façon de perdre brutalement beaucoup plus de bois, c'est si votre forêt dépérit. Donc le premier objectif maintenant du forestier, c'est pas tellement que la forêt produise un maximum de bois, c'est que la forêt ne dépérisse pas. Parce que quand elle dépérit, là pour le coup, on perd d'un seul coup la totalité du stock de bois que la forêt avait produit pendant des décennies. Et ça va être notre guide, je dirais, majeur par rapport au changement climatique. Comment faire en sorte que
le couvert forestier soit le plus résistant possible à tout dépérissement. Beaucoup de questions, on n'aura pas répondu à tout, donc je vais vous poser les deux dernières. Il y a beaucoup de questions, au début je les avais un peu écartées, mais vu qu'elles reviennent souvent, c'est une vraie préoccupation des internautes, c'est effectivement, nous, ONF, nous sommes du côté des forêts publiques, où en est cette réflexion, ou plutôt les échanges et les travaux avec la forêt privée? Ça revient souvent, donc ça c'est une première question. Et une deuxième, qui sera une belle conclusion, je pense, c'est effectivement tous nos propos autour du dialogue avec la société, autour de la co-construction, autour de la participation citoyenne. J'ai une remarque sur comment on peut associer les citoyens aux îlots d'avenir, par exemple. Comment l'ONF va procéder ? Alors, je vais répondre à la première question et je vais laisser ma collègue Dominique répondre à la seconde. On va se répartir un petit peu les rôles. Donc, sur la première question, oui, effectivement, l'ONF, je l'ai dit en introduction, s'occupe de la forêt publique, mais on a des relations étroites avec les organismes qui s'occupent de la forêt privée, hein, qu'il s'agisse des experts forestiers, qu'il s'agisse du Centre national de la propriété forestière, qui est l'établissement public qui suit les forêts privées, qu'il s'agisse des coopératives, bref, de l'ensemble des acteurs de la gestion en forêt privée. On a des échanges avec ces acteurs-là, soit de manière bilatérale, soit dans le cadre d'instances collectives dans lesquelles nous échangeons entre gestionnaires sur les bonnes pratiques, les plans d'action qu'on peut mettre en place, les innovations à rechercher, etc., etc. Je vais citer 2-3 exemples pour illustrer ce point-là. Le ministère en charge des forêts, le ministère de l'Agriculture, a publié il y a quelques semaines, quelques mois, une feuille de route de la gestion forestière face au changement climatique. Cette feuille de route, elle est le résultat d'un travail collectif, d'un groupe de réflexion qui a rassemblé, je dirais, l'ensemble des acteurs finalement de la forêt et de la filière bois. Et donc, il y avait notamment les acteurs forêt publique, les acteurs forêt privée, il y avait les institutions de recherche qui sont très importantes, il y avait le secteur aval, puisqu'on ne peut pas raisonner gestion forestière sans prendre en compte et écouter les besoins du secteur aval, puisqu'on a vu tout à l'heure combien il était important que le bois, en tant que matériau, trouve toute sa place dans la société. Et ça, trouver la place dans la société, ça veut dire que la filière aval doit être en capacité de valoriser ce bois-là. Donc, voilà un premier exemple de travail collectif qui associe l'ensemble des propriétaires forestiers. Deuxième exemple, qui a été évoqué tout à l'heure par Dominique quand elle a parlé des réseaux d'expertise. Elle a cité le RMT à force, c'est-à-dire réseau mixte et technologique à force, dans lequel, là aussi, on retrouve la forêt publique, la forêt privée. Vous avez un troisième exemple qui s'appelle le JIP-Ecofor, écosystème forestier, qui est un groupement d'intérêt public, là aussi, qui rassemble forêt publique, forêt privée, institutions de recherche. Bref, il y a beaucoup d'enceintes dans lesquelles les deux grandes familles, je dirais, de propriétaires de forêt travaillent de concert pour trouver ensemble des solutions, parce qu'il est vrai, il est clair que le problème du changement climatique ne tient pas compte des statuts de propriété. Il se pose de la même manière chez un propriétaire public ou chez un propriétaire privé. Et je vais laisser Dominique répondre à la deuxième question. Alors, comment associer les citoyens aux îlots d'avenir? Alors, îlots d'avenir, c'est encore un exemple justement de coopération particulièrement fructueuse avec les acteurs de la forêt privée, puisque c'est vraiment une démarche que nous partageons totalement. Je prendrai 2 exemples qui vont vous permettre de comprendre comment on peut être associé à ce type de démarche. Un îlot d'avenir, c'est un petit dispositif qui va être suivi sur le plan expérimental de quelques arts
dans lequel on va introduire des espèces ou des provenances qui ne sont pas habituelles dans la région concernée et dont on va chercher à voir comment elles se comportent à l'avenir. Les premiers acteurs, je dirais, avec lesquels vraiment, à travers lesquels, je dirais, le citoyen est associé à cette démarche, c'est l'implication des élus qui est extrêmement forte vis-à-vis de cette démarche îlot d'avenir. Les régions sont impliquées, les communes forestières sont impliquées dans cette action et très volontaires pour contribuer à faire émerger justement les connaissances dont nos successeurs auront besoin dans 40, 50 ans pour continuer à faire évoluer la forêt. Donc ça, c'est véritablement une façon extrêmement forte pour le citoyen de se sentir associé à cette démarche, associé par le biais de ses représentants élus. Deuxième exemple, là aussi dans lequel nous sommes extrêmement engagés, mais pas que les acteurs de la forêt publique, tous les acteurs de la forêt, c'est tout ce qui va permettre à nos jeunes générations de comprendre ce qui se passe, d'y être impliqués, d'y être associés. Je pense à tous les dispositifs qui s'appellent « La forêt s'invite à l'école » et qui permet à des enseignants, à travers ce dispositif interministériel, de proposer à des enfants, justement, d'être associés très concrètement à une action, par exemple, de plantation d'îlots d'avenir ou de plantation de reconstitution. Et cette démarche de pédagogie à l'égard des jeunes générations, non seulement elle permet de préparer l'avenir et c'est essentiel que ces jeunes enfants soient vraiment sensibilisés à tous ces aspects d'évolution de la forêt, mais vous le savez aussi, ça percole à travers la famille, parce que ce qu'apporte l'enfant dans sa famille, qu'il a vécu au sein de cette expérience, il en fait bénéficier ses frères et sœurs, ses parents, ses grands-parents. Donc c'est vraiment là aussi une façon de démultiplier l'implication que chacun peut avoir vis-à-vis de ce grand défi d'avenir qui est d'adapter nos forêts au changement climatique. Merci à tous les deux. Le webinaire touche à sa fin et toutes les questions, on n'a pas pu y répondre, mais on s'attachera à les mettre en ligne sur onf.fr. Des questions un peu rapides sur les chiffres, n'hésitez pas à naviguer sur notre site parce que vous aurez des réponses très rapidement. Nous avons aussi une rubrique qui s'appelle Forêt et changement climatique où vous retrouverez également beaucoup d'éléments. Et ce sujet forêt-société est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et je peux d'ores et déjà vous annoncer que notre 3e webinaire, on n'a pas encore défini quand, portera sur nos dispositifs et notre manière de nous organiser sur le sujet. Merci à tous, j'allais dire de votre présence, c'est-à-dire de votre présence virtuelle. Et puis, on vous donne rendez-vous donc pour un prochain webinaire dans les mois qui viennent. Bonne fin de journée à tous, au revoir. Au revoir.